Hey, Blondin! Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou! I am the danger. Nom de Zeus! Oui, allô. Oui, bonjour, auriez-vous quelques instants à m'accorder? À la bonne heure. Je vous appelle au sujet de votre compte personnel de formation et j'aimerais vous proposer une formation. J'en sais trop rien. Oh, laissez-moi vous expliquer. Aimez-vous les poneys? Qui êtes-vous à la fin? Aimez-vous les petits chevaux grands comme des poneys? Je vais raccrocher. Eh merde. Bonjour madame, je me présente, Thérèse Boulard. Ouais. Votre solde, mon compte formation rêve expiration. Non. Non, merci. C'est important. J'ai pas que ça à faire, alors appelez quelqu'un d'autre. Qui est là? Mon compte formation. Ouais, coucou, c'est moi. Je t'appelle pour savoir qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. Non, je déconne, en fait, c'est moi, c'est mon compte formation. Je vous préviens. Je trouve pas ça drôle du tout. Si vous continuez, j'appelle la police. Ah, mais vous voulez devenir policière, mais ça tombe bien, j'ai une formation. Arrêtez maintenant, je vous en supplie. Vous pouvez aller vous faire foutre. On a plus, c'est mamie. Moin, bienvenue sur le concept, le concept. On va parler d'un film épouvantable. Non, d'épouvante, pardon. Alors attention spoil, car ceci n'est pas une critique de... Scream. Ça m'a fait mal aux oreilles, hein. Ça va? Et tu marches pieds nus aussi. Porte déverrouillée. Non mais non! Porte verrouillée. Porte déverrouillée. 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 Porte verrouillée. Porte verrouillée. Porte verrouillée. Porte verrouillée. Porte verrouillée. Il était une fois Tara Carpenter. Une jeune fille passant une soirée paisible chez elle comme Casey dans Scream 1. Après avoir reçu plusieurs coups de téléphone, elle reçoit plusieurs coups de couteau de quelqu'un déguisé en Ghostface. Durant son séjour à l'hôpital, elle retrouve de vue sa sœur, Samantha, qu'elle avait perdue de vue. Celle-ci lui révèle un terrible secret. Elle est la fille de Billy Loomis, l'un des tueurs de Scream 1. Samantha, aussi appelée Sam, accompagnée de son petit copain extrêmement louche, va quérir l'aide de l'ancien adjoint du shérif, Dewey, ainsi que des autres survivants de Scream 1. Ils vont alors tout faire pour endiguer la vague de crimes qui s'y vient à nouveau à Woodsboro. Après une baisse de l'immobilier à Woodsboro engendrée par plusieurs autres attaques, comme dans Scream 1, ce n'est pas un, mais deux tueurs qu'ils vont empêcher de nuire, mais au prix de nombreuses vies. Ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Sorti le 12 janvier 2022, Scream est une horreur, un film d'horreur, pardon, décidément, réalisé par Matt, BT... Oh purée, faut que je m'entraîne avant. Matt Bettinelli Olpin, je suppose que ça se dit comme ça, et Tyler Gillette, ayant pris la relève de Wes Craven, qui nous a malheureusement quittés, écrit par James Vanderbilt, c'est marrant comme nom Vanderbilt, avec Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Cade, David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox. Le film s'inspire et rend hommage au bronzé fond du ski. J'aime susciter le rire chez d'autres personnes. Non, il s'inspire évidemment de Scream 1, sorti en 1996, et ce nouveau Scream n'hésite pas à briser la frontière du cinéma en ancrant l'histoire dans une pseudo-réalité. Voyons si c'est réussi. Passons tout de suite à la vie. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Je ne suis pas particulièrement fan de la saga Scream, j'ai vu que le premier, j'en garde un souvenir pas exceptionnel. Hein. J'ai revu quelques extraits pour préparer cet épisode, cette Cinépuc. Il y avait des bonnes choses, une bonne mise en scène, une bonne tension apportée. Là, pour ce nouveau Scream de 2022, pour être clair, pour déjà vous donner un premier aperçu de mon avis pour savoir si vous avez envie de continuer de l'écouter ou pas, je n'aurais pas été accompagné, je pense que je serais sorti au bout de quelques minutes de film. Et c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent au cinéma, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Dans mes souvenirs, je remonte, qu'une seule fois, où je suis parti avant la fin d'une séance. C'était pour un film avec Pierre Richard, il y a peut-être une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années, qui était vraiment pas top, avec plusieurs autres vieilles personnes.
Je sais plus de quoi parler d'histoire et encore j'étais resté très longtemps pour le coup. Mais là j'ai littéralement subi cette séance, elle m'a fait vraiment, hein, littéralement mal, elle m'a énervé. J'en avais pour tout vous dire ras le cul au bout de 5 minutes avant même que le titre apparaisse. Rien que le premier plan de la version française est raté. Le premier plan, réellement, il y a une bourde, il y a un truc débile. C'est la scène où Tara est en train d'écrire un texto à sa copine et elle écrit « Open bar sur alcool ». Open bar sur alcool. Ce qui, logiquement, enfin, déjà, ça veut rien dire open bar sur alcool, mais elle écrit pas open bar avec alcool. Et c'est une faute, mais tellement grossière, en plus, en début de film, tu vois, ça, si ça arrive au milieu du film ou plus tard, tu peux l'avoir vu de fait et passer à autre chose. Là, la première impression du film, ça a été, ok, il a été mal travaillé. En tout cas, très mal travaillé pour le public français, parce qu'il y a un effort, comme dans les Pixar, de franciser les SMS, certains écriteaux, il me semble. En tout cas, les SMS ou tout ce qui est partie portable ou électronique, c'est montré en français. Donc ça, il y a un effort de fait. Mais si c'est pour le faire mal, autant garder en anglais et avoir un petit sous-titre en dessous, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Parce que si c'est pour en arriver à ce genre de bourde, voilà, merci mais non merci pour le coup. Le film a quand même un axe particulier et assez innovateur dans le domaine des suites de grands classiques, comme on l'a vu il y a encore pas si longtemps pour Jurassic Park avec Jurassic World, avec les nouveaux Star Wars. Il explique techniquement comment il est fait. C'est comme si, il y a, dans la narration du film, c'est comme s'il y avait un commentaire audio du scénariste qui est fait en même temps par le biais des personnages qui très souvent se réunissent et disent ouais mais on devrait enquêter comme ça. Quelque part le tueur veut refaire le schéma du premier film. Donc clairement texto c'est dit dans le film que c'est assumé comme ça. Comme on fait un remake, à quel moment ils sont dans le film, même parfois ils parlent de climax. En soi c'est pas une mauvaise idée, mais c'est très maladroitement fait. En fait, j'ai eu l'impression que le film se regardait très souvent dans le miroir, il se disait « Ouais, je suis beau, ouais, je vais faire les choses bien, oh, ce petit cul, ce petit jean, il me moule bien et tout. » Mais sans pour autant faire en sorte de paraître bien. Il se regarde dans le miroir, mais à côté, il fait pas de muscu, il prend un jean dégueulasse, et il essaie de se vanter, quoi. Et c'est insupportable. Le film prend le spectateur littéralement pour un con. J'ai l'impression qu'on me traitait de con. Ouais. Et alors ? Non mais oui, je sais, mais c'est pas très agréable de se le faire rappeler. De plus, le fait de toujours dire où est-ce qu'on en est le rend interminable. Il est vide et il se passe rien d'impactant ou d'innovant. Parce que le film met l'accent sur le fait qu'il n'a pas de gros scénarios comme de nouveaux films, on va dire, d'épouvante assez modernes comme Sans Abri, ce genre de film que moi j'ai pas vu, mais je sais qu'il y a de très très bons retours sur l'écriture de ce genre de film. Et il met l'accent sur ce genre de film en disant que non, il faut revenir aux fondamentaux, l'épouvante à l'ancienne. Et le film assume de faire de la merde. C'est comme il y avait... Alors, petite anecdote qui a du coup rien à voir avec Scream. J'avais vu sur France 3, je sais plus, un petit JT à la con du midi. Petite interview de Weshden où on lui parlait de ses... des paroles de ses chansons qui ont très souvent pas de sens ou qui sont pas très profondes pour le coup. Et elle assumait en disant non mais en fait voilà, écrire comme je parle un peu n'importe comment et tout, c'est un peu ma patte, c'est un peu ma manière de faire, c'est du Weshden. Donc elle assumait, elle revendiquait un style qui est pourri et qui est paresseux. Et le film, le Scream pour le coup fait pareil, il assume le fait d'être paresseux en disant non mais c'est à l'ancienne, c'était bien. Bah je suis désolé, tu regardes le premier Scream, il était travaillé. Tu regardes les vieux films d'épouvante, ils étaient travaillés. The Thing par exemple, il l'est travaillé. C'est pas un argument qui marche. La paresse ne marche pas comme argument. C'est pas possible. Malheureusement, l'enquête du film, elle est très prévisible. Le boyfriend, je ne sais plus comment il s'appelle, le copain de Sam, je pense que comme beaucoup de monde, il fallait pas être très futé pour deviner que c'était lui, parce que déjà, évidemment, ça prend la trame du Scream 1. Mais avant même, dès sa première scène, j'ai compris que c'était lui, parce qu'il y a... En fait, on découvre Sam, elle est assise sur une espèce de trottoir. Il y a lui qui vient la voir et qui fait un bisou. Enfin, on comprend qu'ils sont ensemble. À son appel pour qu'on lui dise « Ah, ta sœur, elle a été attaquée, faut que tu viennes. » Par Ghostface, elle a été attaquée. Et directement, après le mot Ghostface, t'as un plan sur le copain de Sam, avec une musique un peu dramatique. Et il la regarde un peu bizarrement. Et directement, je me suis dit « Bah, c'est lui. » Et le film, après, t'amène des fois à comprendre que non, c'est peut-être pas lui, parce que tout le monde le soupçonne, il arrive à prouver que c'est pas lui. Ouais, quand on le voit s'attaquer, oui, bah il y a 2 tueurs, tout simplement, et
Cette idée m'a jamais quitté, alors que le film essaie justement de s'éloigner du premier Scream en disant ah, regardez, on l'a soupçonné, on dit que c'est lui, mais vous voyez, c'est pas lui. Enfin, ça ne marche pas. Évidemment, la deuxième deuxième tueuse, c'est la personne qui est incarnée par Mickey Madison, que l'on a déjà vu dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Et là, pareil, ça pouvait être un peu simple de voir que c'était elle, enfin, une possible méchante, puisque dans Once Upon a Time in Hollywood, elle joue déjà une tarée, psychopathe, vraiment folle, quoi. Donc, elle a montré qu'elle savait jouer ça, donc elle l'a montré dans un rôle tout mielleux au début d'adolescente de « Ah, nanana, t'es ma copine ». Ça collait pas forcément parce que Mikey Madison, cette actrice a un visage qui inspire la peur. Elle est très jolie, elle a des expressions, elle a un jeu qui colle très très bien à l'épouvante. Même si là, pour le coup, son personnage est nul à chier, mais comme tous les personnages, malheureusement, de ce film. D'ailleurs, elle meurt cramée, et elle se met à courir en étant cramée, comme dans Once Upon a Time in Hollywood, donc sûrement un clin d'œil. Donc, attention maintenant à elle de pas être cataloguée comme la fille qui crame. Voilà, c'est un risque maintenant qui peut arriver, ou la tarée qui court et qui crie. Et merde, faire autant de rappels à Scream de 96 est réellement insupportable dans le film, il joue à 2000% sur la nostalgie, sans voir l'original, quoi. C'est simple, le film ressemble à un épisode spécial qu'on a pu le voir pour Friends et Harry Potter, mais là, c'est proposé comme un film. Il y a le retour des anciennes figures, ce qui est la chose la moins ratée du film, selon moi. Le problème est que, dès qu'ils sont de retour, le casting principal, entre guillemets, du film se fait naturellement effacer, parce qu'ils n'ont pas de plus-value, ils amènent rien à part en fait provoquer l'histoire, un peu comme dans Terminator Dark Fate, où on voit qu'il y a une jeune fille mexicaine qui se fait attaquer par un Terminator, et très vite, il y a Linda Hamilton qui arrive. J'ai pas envie de spoiler Terminator Dark Fate, pour le coup, si jamais vous avez envie de le voir, ne le faites pas, par contre, un conseil, ne le faites pas, mais c'est intéressant, enfin, il y a des films comme ça, on aime détester, donc c'est bien de le voir aussi, Terminator Dark Fate, pour se rendre compte à quel point James Cameron faisait des choses bien, avec Terminator 2. Je disais donc, dans Terminator Dark Fate, la jeune mexicaine sert juste de prétexte, l'histoire, et après, elle est assez mise de côté. C'est pas aussi violent que dans ce Scream de 2022, mais ça m'a rappelé beaucoup cette manière d'écrire des personnages, mais j'ai pas les mots pour dire ça. Tara et Sam font vraiment pas le figure, en plus à côté du casting de l'ancien Scream. La bande de potes, elle disparaît littéralement jusqu'au dénouement. Ils servent uniquement de chair à canon, de chair à ceci, je ne sais plus comment on dit, pour tout le final. La narration est bordélique. Faire le choix d'avoir les victimes du Scream de 96, qui est censé être un événement ayant réellement eu lieu dans le lore du film, de ce Scream 2022, et en même temps, montrer qu'il y a une saga fictive qui s'appelle Stab, ayant pour trame de s'être inspiré des faits supposés réels, et des gros guillemets, de Scream de 96 est totalement con, putain, pourquoi faire ça? C'est comment perdre le spectateur? Pour le fil rouge, ça sert à rien, ça ne sert à rien. Il y a pas de souci avec les idées, il y a pas de mauvaises idées, mais si tu l'amènes, utilise-la, sinon, pourquoi tu la mets? Tu me perds, film, tu me perds. Autre idée qui aurait pu être cool, c'est de dire que le Scream de 96 était fictif et qu'en fait, ils vont chercher les acteurs. Par exemple, c'est plus Gail qui vont chercher, mais Courtney Cox. Littéralement, ils vont la chercher pour lui demander, bon, écoutez, vous avez été actrice sur le premier Scream, comment on fait pour se débarrasser de lui maintenant qu'il existe? Ça aurait pu, voilà, ça c'est une autre idée. Voilà, donc déjà, t'élimines Stab, enfin, tu l'appelles Stab en plus, mais tout le monde sait que tu parles de Scream. T'élimines ça, tu englobes les deux en même temps, c'est-à-dire le fait de faire revenir l'ancien casting, de reparler en plus des autres Scream, donc en faire une critique dans ce même film, ça aurait été peut-être plus simple. Je sais pas, c'est voilà, je pense ça comme ça, c'est peut-être aussi finalement une mauvaise idée ou peut-être qu'il y a un traitement pas cool à faire, mais rien que ça, je trouve que ça aurait été plus simple et moins bordélique. Les anecdotes de ce film étant à son image, je n'ai rien à vous en dire. Désolé. Non mais réellement, tu peux couper, il n'y aura pas d'anecdotes. Il y a rien à dire. Toutes les anecdotes sont aussi nulles que le film. Coupez s'il vous plaît.
La peur est globalement absente du film, ou réduite à son b.a.-ba, c'est-à-dire juste des gros sons qui arrivent quand quelque chose est censé te faire peur. Énormément de scènes utilisent l'effet de la porte qui s'ouvre et qui se referme avec... pour te montrer de ah là là, quand la porte va se refermer, il y aura quelqu'un derrière, ou quand tu l'ouvres, il y a peut-être quelqu'un qui entre, enfin... Ah, le film, c'est que ça, c'est juste que ça, ou alors, quand il y a le téléphone qui sonne, ah, au secours, ça sonne, ça fait peur. La seule peur que m'a donné le film, c'est quand, effectivement, le téléphone sonnait, c'était ma sonnerie à moi, et plein de fois, je regardais mon téléphone en me disant, mais, je suis en mode avion, pourtant, pourquoi je sonne? Et ça m'a surpris, mais en fait, non, c'était le film. Par exemple, rien que pour la scène du faux blond, là, Wes Hick, qui est joué par Dylan Minnette, qui a joué dans 13 Reasons ou 12. 13 ou 12? Ouais, on va dire 14. 14 pour être sûr, ok? 14, hein? Comme ça, j'en mets une en plus au cas où. 14 Reasons Why. Il est en blond. D'ailleurs, c'est complètement con. Il est en blond. On voit que c'est une grosse teinture, que sa mère est blonde. Je suis complètement con. Hein. Castez un vrai blond, alors faites-lui une vraie teinture. Mais là, c'était ridicule. On y allait là. Oui, 2 secondes, le blond. Non, parce que moi, arrêtez de m'appeler le blond. Je m'appelle Pierre. Pierre. B-L-O-N-D. Et lui, il prend une douche et après, bah, on sait que sa mère est morte à l'extérieur et il se balade un peu dans la maison, il ouvre le frigo et pendant 1 minute, il y a 5 ou 6 fois le pop de musique de oh mon dieu, il va se passer un truc horrible parce qu'il ouvre le frigo, il le referme. Pas avec les glaçons. Ça dure des plombes, c'est oh mon dieu, j'avais envie de mourir. C'était insupportable et après finalement bah il meurt en plus mais comme une merde, c'est très mal fait parce qu'il se prend un couteau dans la gorge, on voit la lame rentrer mais elle ressort de manière tellement fausse, c'est très mal fait, il y a un jeu sur l'ombre du couteau qui ne marche pas ou je sais pas une lumière sur le couteau qui fait que ça ne passe pas. Et comme le plan est très lent, c'est-à-dire que le couteau s'enfonce très lentement comme dans comment ça s'appelle? Dans Il faut sauver le soldat Ryan, hein, il y a un soldat qui meurt comme ça si le couteau s'enfonce très lentement, la scène dure 10 secondes, on voit bien que c'est faux, on voit bien que c'est bah pas bien quoi. T'as qu'une envie, bah c'est passer le plan quoi, vite, meurs, oh tais-toi, chute, ça va aller suivre la lumière. Et le film c'est que ça, il y a pas de peur, c'est du gore, c'est juste du gore, c'est des coups de couteau, coup de couteau, ça saigne tout le temps, ça saigne. Donc c'est pour ça qu'il est à moins de 16, c'est pas pour la peur, hein, c'est pour les coups de couteau. C'est chiant, je sais que le tueur Ghostface il utilise un couteau. Il y a un peu de pompon aussi, un peu de pistolet, mais voilà. Il y a un peu de feu. La meuf, elle prend feu. Madison, prend feu. Voilà. Sinon, c'est couteau. S'ennuie avec le couteau. Alors, un point positif. Il y en a un, c'est la mise en scène. Non, je rigole, c'est ce qu'il y a de plus raté, sûrement. Je vous ai parlé du son de peur, il est en décalage avec l'action très souvent. Soit il est mis trop tôt, soit trop tard. C'est de l'ordre de 0,5 secondes, ce qui est énorme dans un film de peur où le timing de peur est primordial, sinon t'as pas peur. Quand on est à rater ton effet le plus simple, parce que tu te contentes de faire de l'horreur simple, c'est un son strident sur une action banale, t'en es à rater l'insertion de ton son à la seconde près, c'est pas faire d'efforts, clairement, c'est change de métier. Je ne sais pas qui sont les deux réalisateurs, je sais pas s'ils sont occupés du montage à ce niveau-là, mais non. Mais outre ça, la réalisation, elle est d'un vide mais vertigineux. On croirait regarder une mauvaise vieille série, parce que un plan, comment il est fait, tous les plans, ils sont construits pareil. Il y a un premier plan avec les personnages, un ou plusieurs personnages. L'arrière-plan est flou tout le temps flou. C'est un cache-misère. Il cache le décor au maximum parce que je ne sais pas, le décor devait pas être intéressant ou pas de budget ou quoi. Enfin, ou alors c'est un hommage aux années 90 quand on faisait ça. Mais le problème c'est que depuis les années 90, ouais, c'était courant d'avoir des arrière-plans flous dans certains films, notamment dans les films d'horreur, on va dire de série Z, série B, série Z. Mais depuis, le procès a été réutilisé par les séries, après par des séries avec très peu de budget. Donc cet effet a vieilli, il ne marche plus. Ce qui fait qu'il n'y a aucun beau plan, il est même pas beau à voir le film, il est même pas agréable à voir. On m'a vraiment fait payer 10,10€ pour voir un épisode géant de série. C'est vraiment ça, c'est un film à mettre directement en DVD.
C'est pas un film de cinéma. Il y a des films qui attendent d'être au cinéma. Même Licorice Pizza, dont j'ai fait une sneak il y a pas longtemps, il avait plus sa place dans le cinéma, parce que là, j'ai été voir Scream 2022 dans un bon cinéma avec plusieurs salles. J'ai vu Licorice Pizza dans un petit cinéma amateur, au cinéma d'auteur, si vous voulez. J'étais obligé de le voir là-bas parce qu'il était proposé nulle part. Licorice Pizza que je n'ai pas, Licorice Pizza, pardon, que j'ai pas aimé, mais il était beau visuellement. Au moins il se passait des choses, il avait sa place au cinéma. Là ce n'est pas le cas de Scream, c'est honteux qu'il soit là, il est là juste pour attirer les gens pour qu'ils aillent le voir, et le pire c'est qu'il se fait pas tant démonter que ça, le film il passe, ça va. Les gens ils acceptent plein de trucs pour ce Scream. Non, on ne peut pas accepter autant de choses de ce film. Il y a peut-être la nostalgie qui parle. Non, au bout d'un moment, faut laisser passer du temps, laissez-vous passer du temps, re-regardez-le, vous voyez bien que c'est pas bien, ce n'est pas possible. Le fait que je sois pas un gros fan de la saga Scream doit jouer. Le fait de pas avoir vu les 2, 3, 4, je sais plus, 2, 3, 4, doit jouer, forcément. Mais uniquement sur l'affect des anciens personnages qui reviennent. Et pour le coup, c'est le truc que je trouve le moins raté du film. Tout ce qui est amené de nouveau dans le film, c'est soit un clin d'œil grossier à l'original, soit c'est du vide. Soit c'est du clash, mais qui est ridicule. J'ai à peu près tout dit, donc je voulais juste revenir sur encore d'autres incohérences du film. Notamment au niveau des blessures. Il y a des fois, un personnage peut se prendre 10 coups de couteau, ça va aller, parfois un seul coup, ça va pas. À la fin, il y a Gail et Sidney qui sont blessés toutes les deux ventes. Une a reçu un coup de couteau, une autre a reçu une balle. Elles finissent à l'arrière de l'ambulance, juste avec une couverture sur les épaules. Vous voyez ce genre de plan cliché à la fin des films ou séries. Très clairement, ça va. Donc si un jour vous prenez un coup dans le bide, mettez-vous une couverture sur les épaules, ça ira mieux. Tara aurait dû crever 36 fois dans le film, elle s'en prend tellement la gueule. D'ailleurs, c'est con parce que Sam hésite à la détacher quand elle est enfermée à la fin, en se demandant, c'est peut-être elle la méchante. Il y a un petit moment d'hésitation. T'as vu comment ça en est pris plein la gueule, Sarah? Si c'est elle, elle est ultra maso, quoi. Et en plus, t'étais avec elle quand elle se faisait démonter la gueule à l'hôpital. Donc c'est à aucun moment, s'il y a bien un personnage, tu te dis, c'est pas le méchant, c'est Tara. Elle peut pas s'en être pris autant plein la gueule pour rien. Autre point, on voit parfois des enquêteurs ou des policiers à l'arrière-plan. Quand c'est pas flou, lol. Et je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'apparemment, il n'y a pas d'enquête. Personne ne les contacte. À un moment, la bande est interrogée au sujet d'une des attaques. Et sur toute la deuxième, troisième partie du film, il n'y a jamais de policiers, il n'y a pas d'enquête, il n'y a que dalle. Donc je me demande qu'est-ce qu'ils font. Au moins, ils ont le mérite d'être là, parce que dans la scène de l'hôpital où Dewey et Sam sauvent Tara, où sont les gens? D'accord, il fait nuit. Il y a un service de nuit, il y a bien 3-4 infirmières, il y a bien 3-4 patients, il y a qu'un seul policier qui se fait égorger, et il y a plus personne à l'hôpital. Dewey et Sam arrivent à prendre l'ascenseur, et arriver tranquillement sans s'être fait, je sais pas, questionner à l'accueil en disant non, enfin, moi, quand je vais à l'hôpital pour voir quelqu'un, c'est sans plaignant, mais non, les heures de visite sont terminées, vous rentrez chez vous. Ça aussi, c'est con. Et enfin, un truc, mais débile, je me suis rendu compte qu'à la fin, la mère de Sam et Tara, qui s'appelle Christina, on en parle dans l'intro où elle est prétexte au méchant d'appeler en disant je la connais, elle est la clé du secret de Sam, et elle n'est pas là dans le film. Son personnage n'a littéralement pas été casté, on en parle seulement, elle est pas là, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait. Il y avait plus de sous pour la caster, je sais pas, peut-être elle a eu des scènes, on les a coupées, mais elle est censée être intéressante à l'histoire et elle est pas là. Enfin, dernière chose que j'avais envie de dire, c'est quoi ce forcing sur Netflix? À un moment, il parle 3-4 fois de Netflix, c'est à l'hôpital. Au point où je me suis dit, mais Netflix produit le film, c'est obligé, ils peuvent pas parler autant de ça. Mais non, apparemment, dans la société de production du film et de distribution, Netflix n'en fait pas partie, ou en tout cas des studios affiliés à Netflix n'en font pas partie, donc c'est juste un gros clin d'œil pour les jeunes de « regardez, on connaît Netflix ». Ça a aucun autre intérêt. Je pense avoir tout dit sur ce film. Bref. Donc les messages du film sont clairs, il faut faire des films d'horreur simples à l'ancienne où il n'y a pas besoin de réfléchir, avec en plus l'ambition de faire des beaux retours aux sources en clashant allègrement tout ce qui est Jurassic World, Star Wars, etc. Tu as le droit d'avoir ces messages pour un film, t'as le droit. Mais dans ce cas-là, tu nous pompes pas cette merde. Il est censé rendre hommage à Wes Craven,
le pauvre, en 2 mots, honteux et scandaleux. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Allô? Oui, bonjour monsieur, Thérèse Boulard. Oh non. Saviez-vous que votre solde de mon compte formation rêve expiration? Non.